les conférences du Figaro étudiant. Merci beaucoup d'être présent sur cette conférence dédiée à Parcoursup. Je pense que visiblement c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup et c'est complètement normal. Je suis Emma Ferrand, je travaille à la rédaction du Figaro étudiant et donc pour m'accompagner aujourd'hui pour parler de Parcoursup, vous avez bien vu que je suis pas toute seule. Je suis accompagnée de ma rédactrice en chef Sophie de Tarlet qui est experte du sujet et également de Evelyne Müller qui est responsable communication à l'Institut catholique de Rennes. Moi j'ai une première question pour vous mesdames, est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce que c'est Parcoursup, quel est le concept et surtout quelles sont les étapes de Parcoursup, Sophie? Alors, Parcoursup, c'est un site qui permet de postuler dans l'enseignement supérieur. Il est ouvert aux bacheliers, pas forcément aux bacheliers de l'année, hein. Ça peut être aussi pour les bacheliers des années précédentes. Ça a beaucoup changé, hein, Parcoursup, par rapport aux anciens systèmes qu'on a connus comme admission post-bac et pour les anciens Ravel, que j'ai connu, c'est-à-dire si je suis âgée. Non. Et disons que Parcoursup, ça permet de postuler aussi bien, et là c'est aussi une différence par rapport à ce que les parents ont connu à leur époque, ça permet de postuler dans l'enseignement public, c'est-à-dire l'université, les classes préparatoires, les BTS, les BUT, hein, c'est l'ancien DUT qui est devenu le BUT, mais aussi dans l'enseignement privé. Ça n'existait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut postuler, par exemple, dans une école comme Strat College, une école de design à Sèvres, en région parisienne. On peut postuler dans un bachelor d'école de commerce, par exemple, le BBA de l'ESSEC. Donc ça a beaucoup changé par rapport à peut-être l'expérience que vous avez eue quand vous-même vous avez fait votre orientation en tant que parent. Donc je pense que c'est ça qui moi m'a le plus frappé en tout cas avec Parcoursup. Et puis aussi un autre changement, c'est qu'avant disons le fait de sélectionner à l'université, c'était un peu un gros mot, c'était quelque chose de très tabou. Et aujourd'hui avec Parcoursup, c'est plus du tout tabou, c'est-à-dire que aujourd'hui les universités ne se cachent pas et sélectionnent les étudiants sur Parcoursup. Parce qu'il y a eu beaucoup de scandales autour du tirage au sort, c'est-à-dire les bacheliers étaient finalement furieux, les lycéens se disaient finalement à quoi ça sert qu'on se décarcasse, puisqu'au final on est tiré au sort par l'université. Donc finalement les jeunes d'aujourd'hui on dit finalement nous on aimerait être sélectionnés pour que nos efforts soient récompensés. Donc ça a changé. Alors bien sûr, l'université ne sélectionne pas tous les bacheliers. Il y a des universités, il y a des licences tout simplement qui ne sont pas sélectives parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. C'est tout simplement une histoire d'offre et de la demande. S'il y a peu de candidats en histoire ou en sociologie ou en ethnologie ou pour étudier une langue rare, eh bien forcément ce sera pas sélectif. Donc mais voilà. Donc c'est vraiment Parcoursup. Ça cristallise un peu l'angoisse des jeunes, mais en fait c'est pas Parcoursup qui va vous sélectionner. Ce sont les universités, les classes préparatoires et les écoles. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Evelyne, comme je le disais, il y a différentes étapes dans Parcoursup. C'est un peu la particularité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence avec la procédure d'admission principale, complémentaire, etc. Déjà, Parcoursup va ouvrir au mois de décembre pour l'information de l'année qui va suivre. Donc au mois de décembre, déjà, vous allez pouvoir aller sur toutes les possibilités d'admission dans les écoles. Quasiment la totalité des formations post-bac sont dans Parcoursup. Il y a quelques récalcitrants encore, mais ils sont assez rares. Vous allez trouver vraiment toutes les formations post-bac. Une petite précision, c'est uniquement pour entrer en première année. En première année après le bac. On passe pas par Parcoursup pour entrer en deuxième ou en troisième année. C'est vraiment que pour entrer en première année. Et puis après, au mois de janvier, je suis autour du 20. J'ai pas exactement les dates en tête, mais ça doit être le 20 ou le 22 janvier. On va passer dans la phase où c'est vous qui allez avoir à remplir les différentes cases pour les formations que vous voulez, dans lesquelles vous voulez postuler. Donc il y a de plus en plus maintenant, c'est les lycées qui intègrent les relevés de notes, les notes de première et terminale dans Parcoursup. Donc, vous serez tributaire en fait de l'avancée de l'entrée des notes de votre lycée. Vous allez vous occuper de toute la partie activité, projet motivé. On en parlera peut-être plus précisément par la suite. C'est hyper important de bien remplir la lettre de motivation et les activités que vous faites.
Et vous verrez, il y a des cases, c'est assez bien, la trame est assez bien construite, hein, donc on n'est pas perdu, on voit où mettre quoi. En revanche, il faut vraiment y mettre du soin et puis surtout pas vous tromper. Enfin, nous, ça nous arrive d'avoir des étudiants qui postulent pour entrer à l'Institut catholique de Rennes et qui, dans leur lettre de motivation, mettent j'ai vraiment envie d'aller à l'université de Rennes publique. On dit bon bah voilà, il s'est juste un petit peu trompé d'endroit. Il a fait la même lettre pour tout le monde, il s'est pas pris la tête, il a fait des copier-coller et puis on voit que c'est pas du tout son but de rentrer chez nous. Donc faites vraiment attention à ça. Ah, ça arrive bien, bien ça sûr. arrive aussi des jeunes qui cherchent un emploi et qui se trompent d'entreprise. Qui se trompent d'entreprise, tout à fait, exactement. Bah là, enfin, quand on est en mode sélectif, on se grille bien plein de cartouches là, on est un peu cuit. Donc faites vraiment attention à ça. Et puis après, une fois que vous avez intégré tous les documents et rempli toutes les cases qu'on vous demande dans Parcoursup, selon les écoles, si vous êtes en mode sélectif, il peut y avoir un concours, il peut y avoir un entretien, il peut y avoir un dossier à rendre. Il peut y avoir un test écrit en ligne ou un test qu'on va passer dans l'école dans laquelle on postule. Donc il y a vraiment des modes sélectifs divers et variés. Donc chaque école, chaque formation va vous préciser dans Parcoursup son mode de sélectivité. Et parfois il n'y a pas de sélection du tout. Vous intégrez juste votre dossier et on vous demande rien de plus. Et puis début juin, vous avez le verdict. Merci beaucoup. L'angoisse est à son comble. Ça, c'est la phase principale. C'est pire que le bac, hein, j'ai l'impression. Hein. Le bac, on s'en fiche, on est sûr de l'avoir. Mais alors, Parcoursup, c'est une vraie source de stress. Je reviendrai juste après sur la procédure complémentaire, parce qu'effectivement, là, tout ce dont vous avez parlé, ça constitue la procédure principale d'admission. J'ai juste une question aussi, parce que on l'a bien compris, il y a un calendrier qui est assez strict. Qu'est-ce qui se passe, Sophie, si jamais on respecte pas justement ce calendrier, en fait? En général, si vous êtes en terminale, c'est impossible de pas respecter le calendrier parce que vous allez être... d'abord, le professeur principal va vous alerter, il va vous dire attendez, vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas validé, etc. Donc, en général, les lycées, on leur demande, on demande au professeur principal, il y a quelqu'un qui est responsable, vous allez avoir des réunions pendant toute l'année pour vous informer et on vous alerte si le jeune n'a pas validé ses vœux. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi le rôle des parents qui est important parce que je pense que je trouve que c'est dommage de se dire il va être majeur, il faut qu'il règle ça, c'est à lui de régler ça. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre le fait d'être un peu envahissant et devoir décider à sa place et le fait de s'en désintéresser complètement en se disant il a envie d'aller en bio, je le laisse faire, etc. Donc je pense qu'il faut être comme vous le faites, c'est super de venir et puis en plus c'est un bon moment passé avec je trouve avec son enfant, de pouvoir discuter de son avenir, c'est toujours chouette. Et si on a, en général, les gens qui oublient les dates, c'est plutôt des gens en réorientation, c'est-à-dire qu'ils se réveillent, ils sont en première année, ils ont fait une première année de fac de droit, et tout d'un coup, au mois de juin, ils se disent ah non mais je veux pas continuer, en plus j'ai raté mon année, j'ai que des mauvaises notes, je vais redoubler, je veux changer. C'est plutôt ça en fait, le profil de ceux qui oublient les dates. Et eux, il faut pas qu'ils se découragent, ils peuvent s'inscrire sur Parcoursup via la procédure complémentaire. Qui est quoi alors? Qu'est-ce que c'est une procédure qui permet de postuler dans les formations où il reste de la place, tout simplement. Donc parce que tout le monde postule dans les mêmes formations, c'est-à-dire tout le monde veut les mêmes formations. On est assez moutonnier lorsqu'on a 17 ans et évidemment tout le monde rêve d'aller à Sciences Po, dans des belles universités, à Dauphine, etc., à SAS. Mais il y a aussi plein d'autres universités, plein d'autres formations qui ont du mal à recruter et qui n'ont pas de candidats. Donc eux, ils remettent au pot à partir du mois de juin, en général c'est à partir du 19 juin, toutes les licences, les BTS, même parfois il y a des classes préparatoires qui n'ont pas rempli et là vous pouvez postuler à ces formations, vous faites des vœux et on vous répond en général assez rapidement. Donc cette procédure elle se termine mi-septembre et je vois toujours des gens qui ont fait des erreurs et qui finalement trouvent leur voie. Donc faut pas se décourager honnêtement, tout le monde trouve une place. Ceux qui n'ont pas trouvé, dont on parle dans les journaux, il y a toujours des gens à la fin qui trouvent pas de place sur Parcoursup, mais en général, quand on regarde de près, c'est souvent des gens qui ont fait un bac pro et qui peuvent pas rentrer en licence de droit. Bon, ok, mais enfin, ils n'avaient pas complètement le profil. Donc c'est ou des gens qui sont en réorientation, qui ont 40 ans et qui veulent s'inscrire. Mais eux, ils ne trouvent pas forcément. Mais sinon, si vous êtes en terminale, vous êtes prioritaire, honnêtement, vous aurez tous une place quelque part, il n'y a pas de problème.
Comment est-ce qu'on choisit justement ces formations sur la plateforme? Comment ça se présente? C'est assez instinctif, intuitif, je dirais. Vous allez rentrer dans Parcoursup, c'est comme un site internet. Vous avez des moteurs de recherche, donc on peut mettre une ville, on peut mettre une licence en particulier, une formation en particulier. On peut chercher aussi par sélectivité. Donc c'est assez bien fait. Assez instinctif. Moi, je trouve pas que ce soit très compliqué de s'y retrouver dans Parcoursup. Effectivement, c'est peut-être dans le dossier, dans la constitution du dossier, il faut bien lire toutes les étapes pour être sûr de pas avoir oublié un document précis pour une formation précise. Mais le fait d'être allé en amont et de pas se retrouver acculé, faut pas y aller au dernier moment et stresser et se dire oh là là, mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, il me reste 2 heures avant que ça ferme. Je pense que aller regarder sur le site comment il est constitué dès le mois de décembre, pour ensuite aller tranquillement au moment de la date en janvier remplir toutes les cases, plutôt que s'y prendre 2-3 jours avant et se dire je peux plus postuler dans 25 trucs, j'ai pas le temps, alors que j'avais vraiment envie de faire cette formation là et d'avoir toutes les chances de mon côté. Donc plus on sera détendu en timing, mieux c'est, plutôt que se contraindre à faire ça au dernier moment. Sophie, est-ce qu'il y a encore beaucoup de formations qui sont pas sur Parcoursup? Oui, il y en a de moins en moins, j'avoue. C'est à une époque, il y en avait beaucoup. Toutes les écoles privées finalement n'y étaient pas. Mais aujourd'hui, toutes celles qui ont le visa de l'État finalement, qui ont un diplôme visé, peuvent être ou qui même n'ont qu'un titre RNCP, parce que pour les formations en apprentissage, c'est encore moins sélectif. Donc, si une école a une formation en apprentissage avec un titre RNCP, elle peut aussi être sur Parcoursup. Donc, honnêtement, la plupart des écoles sont sur Parcoursup. Certaines n'y sont pas. En effet, ça peut arriver. Je sais pas, par exemple, un cours de théâtre, une école, peut-être une école de dessin, n'être pas forcément sur Parcoursup. Mais quand même, là, aujourd'hui, il y a plus de 20 000 formations. Donc, vous trouverez du public, du privé et quand même... La plupart des formations en France sont sur Parcoursup. Mais il y a d'autres formations qui n'y sont pas et que, évidemment, pour une raison toute simple, c'est qu'on ne trouve que les formations françaises sur Parcoursup. Il existe aussi toutes les formations à l'étranger. Là, j'y pense parce que je vois un stand de Avantage Ontario, voilà. Donc, il y a l'université au Canada, évidemment, en Angleterre. En Angleterre, il faut savoir qu'ils ont ils ont un système. Alors, je dirais pas le même, mais un système pareil de vœux pour l'enseignement supérieur qui s'appelle UCAS, qui est ouvert au monde entier. Donc, si vous voulez postuler dans une université anglaise, c'est possible avec UCAS. Alors, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'en France. Les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques. Donc, mais on fait des vœux et on peut postuler à Cambridge, à Oxford et à Warwick. Mais donc, par contre, au Canada, vous allez vous inscrire dans chaque université. Donc, vous voyez, chaque pays fait différemment, mais sur Parcoursup, il n'y a que les formations françaises, publiques, privées, celles qui sont reconnues par l'État. Donc, les autres n'y sont pas. Mais si une formation vous intéresse et n'est pas sur Parcoursup, vous êtes tout à fait libre de vous inscrire. C'est pas une obligation de s'inscrire sur Parcoursup. Si vous avez trouvé une fac ailleurs dans le monde, une école privée qui n'y est pas et que vous voulez absolument, simplement c'est une sécurité quand même de s'inscrire, de faire des vœux, parce que je sais qu'à cet âge-là, on change beaucoup d'avis. Donc méfiez-vous si vous êtes parent des choses. Non, mais il est sûr de vouloir faire ça. Parce que à 17 ans, 3 mois, c'est beaucoup. Et en 3 mois, on change énormément. Donc, je pense que s'inscrire sur Parcoursup, même si on veut s'inscrire ailleurs, eh bien, c'est quand même une sécurité. Parce que, voilà, c'est comme, il ne veut absolument pas aller à la fac ou il ne veut absolument pas aller en BTS. Je pense qu'il c'est bien aussi de panacher un peu parce que pareil, on change d'avis. Il suffit qu'il y ait un copain qui aille dans la formation X pour ah non, finalement c'est super. Donc et c'est normal à 17 ans, chaque jour est quand même on évolue énormément. Evelyne, on entend souvent la question de la part des parents, est-ce que Parcoursup c'est un algorithme?
Alors non, Parcoursup, c'est pas un algorithme. Parcoursup, c'est une interface. Donc il y a des universités, des formations, des écoles qui décident d'intégrer un algorithme dans Parcoursup. Donc par exemple, je suis une école d'ingénieurs sélective, je décide de ne regarder les dossiers que des lycéens qui auront eu plus que 15 de moyenne en première. Et tous les autres dossiers, je les regarde même pas, je leur réponds non d'office. Mais c'est pas Parcoursup qui a un algorithme, c'est l'école d'ingénieurs qui a décidé de mettre dans Parcoursup un algorithme qui va écarter les dossiers de tous ceux qui ont moins de 15 de moyenne en première, en physique ou en maths, en je ne sais quoi, ou en français quand on rentre dans une filière littéraire, etc. Donc c'est vraiment les écoles, les instituts de formation qui mettent dans Parcoursup un algorithme ou pas. Nous, par exemple, on n'a pas mis d'algorithme dans Parcoursup. Donc, tous les dossiers qui veulent intégrer l'Institut catholique de Rennes, quelle que soit la licence, eh ben, on les regarde dans leur entièreté. Donc, on regarde les notes, on regarde les remarques des professeurs, on regarde le projet motivé, les activités des lycéens. Donc, nous, Parcoursup, c'est juste une interface. C'est pas du tout un algorithme. On se sert pas de toutes les possibilités que nous offre Parcoursup pour sélectionner nos candidats. Mais il y en a qui mettent plein d'algorithmes dedans, qui exigent des bacheliers d'avoir telle note ou d'avoir fait telle activité, d'avoir telle chose. Donc c'est Parcoursup qui fait la moulinette. Mais ça n'est qu'une moulinette, c'est un outil. C'est pas Parcoursup qui décide. Tout à l'heure, on parlait des vœux. Est-ce que, Sophie, vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est que justement le système de vœux, combien il faut en faire et comment on les rentre surtout sur la plateforme? Alors, on ne connaît pas encore vraiment pour cette année, parce que chaque année, il peut y avoir des différences, mais disons que l'année dernière, en tout cas, on pouvait faire 10 vœux. Ça peut changer d'une année sur l'autre, hein. Chaque année, il y a des évolutions, parce qu'on prend le système, le ministère prend en compte un peu les soucis. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à l'an dernier, c'est qu'on fait ses vœux, et puis on valide ses vœux. Très important de les valider, et ensuite chaque formation va regarder les vœux que vous avez faits et va les classer. Je pense que vous classez les vœux que vous recevez, et ensuite vous allez avoir une réponse. Alors souvent la réponse, vous allez être très déçus le premier jour. Je tiens à vous le dire tout de suite, vous allez être, la plupart d'entre vous, sur liste d'attente. Alors, il faut pas vous décourager, il faut pas pleurer devant son ordinateur, parce que c'est ce qui vous attend. Parce que Parcoursup est un système assez lent. Avec admission post-bac, on avait l'avantage de la rapidité, puisque une fois qu'on était pris dans son premier vœu, tous les autres vœux finalement s'annulaient. Oui, parce que avec Parcoursup, on ne hiérarchise pas ses vœux. Exactement. On hiérarchise pas ses vœux. Alors l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, entre guillemets, à ce que vous voulez mettre en premier ou en deuxième. Donc ça, c'est génial. Surtout qu'entre le mois de janvier et le mois de mars, souvent, on change d'avis. Et je pense qu'ils en avaient assez de voir les gens dire « Ah, maintenant, finalement, je veux plus faire médecine, je veux faire une prépa ». Donc ça, c'est génial. L'inconvénient, c'est que tant que la personne n'a pas vraiment dit oui, c'est sûr, je prends ce vœu-là et je le jure, tous les vœux sont en attente. Imaginez le premier de la classe, il fait 10 vœux, mais il va être pris à Louis le Grand, à Henri IV. Enfin, c'est le rêve, quoi, l'enfant de rêve, quoi. Ça existe, mais bon. On ne l'a jamais vu, peut-être une légende. En tout cas, il est pris partout. Il est pris à Henri IV, à Louis le Grand. Il a choisi Dauphine, il est pris. Il a choisi Assas, il est pris. Il est pris partout. Mais là, il n'est pas obligé de dire oui, je veux aller à Dauphine et pas à tout le reste. Donc, il peut encore attendre. Et c'est ça qui bloque les vœux des autres. Donc, si vous attendez une place à Dauphine ou à Assas, il faut attendre que les premiers de la classe aient vraiment aient fait leur vœu et dit oui et accepté le vœu. Donc, tant que c'est pas fait, ça, il faudra attendre. Donc, soyez patients, mais j'ai jamais vu de gens vraiment déçus de Parcoursup. Donc, si vous êtes sur liste d'attente, alors il y a un petit outil qui est très sympa sur Parcoursup, c'est qu'il vous dit vos chances d'être admis. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes 300e. Eh bien, si l'année précédente, on a pris des élèves jusqu'au 400e, il vous le dit.
Donc c'est génial, c'est-à-dire vous pouvez savoir si vous avez une chance d'être admis. Parce que sinon, en effet, à quoi bon si vous êtes 300e et vous avez aucune chance d'être admis. Mais et ça, la petite mention, c'est le rang du dernier admis, c'est voilà, ça ? exactement, le rang du dernier admis. Parce que même si cette école ne prend que 50 personnes, eh bien, il y a des gens qui sont admis, mais ils vont pas forcément prendre cette formation. C'est pour ça qu'on fait une espèce de surbooking, si je puis dire, un peu comme dans l'hôtellerie, où on va prendre 300 personnes, mais en réalité, pour n'en prendre que 50 à la fin. Et on vous dit l'année dernière, on en a, si vous êtes dans le 300e, vous avez vos chances. Donc, il y a beaucoup d'efforts de transparence pour vous faire comprendre qu'en réalité, vous avez vos chances. Au début, on vous dit aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour être admis dans cette formation. Alors qu'avant, je trouvais que c'était assez opaque. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de réclamations sur l'opacité de Parcoursup. En gros, on vous faisait croire que tout le monde pouvait être admis partout. Puis en fait, non. Mais on vous disait pas qu'en fait, à moins de 16 de moyenne en français, vous aviez aucune chance. Donc, et quand on demandait aux formations, aux facs, c'est quoi les critères ? Ah, mais tout le monde peut postuler. C'était un espèce de côté administratif. Tout le monde peut postuler. Non, tout le monde peut pas postuler. Si, tout le monde. La théorie, c'est ça. La pratique, c'est qu'il fallait avoir 18 de moyenne. Donc là, je trouve que c'est un peu plus transparent. Oui, avec les attendus, etc. C'est ce qui permet de voir. Il y a une particularité aussi sur Parcoursup, c'est qu'il y a donc les vœux, mais il y a aussi les sous-vœux. C'est quoi ? Alors, en fait, un vœu, par exemple, je décide d'intégrer une licence de droit. Donc ça, c'est un vœu sur les 10 dont a parlé Sophie. J'ai 10 vœux en tout. La licence de droit, je décide de la suivre et de postuler dans plusieurs universités de France. Donc je peux mettre jusqu'à 20 sous-vœux, je crois, il me semble, l'année dernière. Donc en fait, la licence de droit étant un vœu, les sous-vœux, c'est les 20 endroits où je postule pour faire ma licence de droit. Les 20 endroits différents. Donc en gros, un vœu, je décide de faire une fac de droit. Un deuxième vœu, je décide de faire une fac d'éco, par exemple. Et dans chacun de ces vœux, j'ai des sous-vœux avec les lieux où je postule. Ok. De toute façon, si vous avez dépassé le nombre de vœux et de sous-vœux, parce que parfois c'est un peu compliqué de calculer, Parcoursup vous prévient, il y a un petit message qui vous dit vous avez dépassé le nombre de sous-vœux autorisés. Donc vous n'avez pas besoin de compter comme ça. Je marque un premier temps d'arrêt. Est-ce que dans la salle, il y a déjà des questions sur ce qu'on vient de dire ? Oui, il y a une question. Alors, on va vous faire parvenir un micro qui arrive. Courez pas. C'est là. Merci beaucoup. On vous écoute. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur la question des sous-vœux. Oui. J'avoue que je me suis déjà pas mal baladée sur la plateforme Parcoursup. J'ai pas trouvé comment on voyait si une formation était un vœu ou un sous-vœu. Ah non, où est-ce qu'on le voit ? Vous pouvez pas faire des sous-vœux aujourd'hui parce que les inscriptions ne sont pas ouvertes. Vous pouvez juste, et là je m'adresse à tout le monde, les jeunes, les familles, les parents, etc. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur Parcoursup pour aller explorer Parcoursup, et vous n'avez même pas besoin même d'attendre début décembre l'ouverture de Parcoursup entre guillemets. Parcoursup est ouvert toute l'année. Donc vous pouvez y aller ce soir en rentrant chez vous, même sur votre téléphone à l'heure du déjeuner. Et explorer toutes les formations, elles sont là. Honnêtement, elles changent pas énormément d'une année sur l'autre. Bien sûr, en décembre, ce sera actualisé. Donc, s'il y a des nouvelles formations, elles y seront. Mais il y a déjà toutes les formations de l'an dernier, de 2023. Donc, vous pouvez déjà explorer. Mais l'histoire des sous-vœux, vous ne pourrez le faire que, c'est une formation, vous ne pourrez faire que en janvier au moment de s'inscrire. Donc, vous pouvez pas le faire maintenant, en fait. Je donne un exemple concret. Dans le cas des passes, toutes les passes d'Île-de-France, c'est un vœu, avec autant de sous-vœux qu'il y a de passes en Île-de-France. Par contre, chaque classe est un sous-vœu, visiblement. Et ça, je l'ai découvert parce que c'est un parcours qui intéresse ma fille. Mais comment est-ce que je peux le savoir plus rapidement pour explorer d'autres formations ? PASS est un vœu et tous les établissements où on veut faire PASS sont des sous-vœux. Ma question, c'est comment, sur d'autres formations, on peut savoir si on est en train de cocher un vœu ou un sous-vœu. Parce que typiquement, en fait, quand si on a 10 vœux, que par exemple passe, il y a 40 sous-vœux dedans, ça veut dire qu'il nous reste 9 vœux. C'est pas la même chose de se dire je prends des vœux qui comptent pour
un vœu. Vous pourrez pas Oui, faire 40 sous-vœux, hein, j'ai jamais vu ça. En passe, si, on m'a dit que vraiment, le conseil, c'est de demander toutes les passes. Oui, mais pas 40, c'est ça que je veux Après, dire. il y en a beaucoup. Enfin, c'est peut-être pas 40, mais il y en a vraiment beaucoup. Parce qu'elle est C'est mineure. limité, etc. les sous-vœux. Ah, c'est limité. Et comment on le sait, ça? Ce sera indiqué, c'est Je crois que limité. l'année dernière, je crois que c'était 20 sous-vœux par vœu. D'accord, merci. Pas Ça 40. peut pas être 40 déjà. Et vous inquiétez pas, ce sera indiqué, il vous dira, vous avez limité, vous avez dépassé la limite. Donc, mais en effet, c'est pas 40 sous-vœux. Donc ça, vous le verrez du coup sur la première étape qui sera en janvier. C'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, juste à côté, super pratique. Bonjour, pardon, je débute pour Parcoursup. On débute tous à un moment donné. Voilà. Hein. On est- stratégiquement, on a fait le choix du privé puis public pour être plutôt numéro 1 ce qui ne sera pas le cas en fait, Au lycée, vous voulez dire? au lycée. Stratégiquement, et puis on se dit qu'il faut viser plusieurs niveaux parce qu'on ne connaîtra pas son niveau fin janvier. Donc entre les BUT qu'on va mettre et les écoles, les bachelors et les écoles post-bac, en tout cas en ce qui nous concerne, je peux avoir une réponse du BUT avant et je suis obligée de faire comme tout le monde et bloquer tout le monde et attendre puisqu'il n'y a pas de hiérarchisation de vœux. Si je vise beaucoup plus haut, mais que j'ai mis stratégiquement un vœu bas, je bloque tout le monde. En fait, je fais comment en attendant? Je comprends. Enfin, je connais pas. Hein. Il y a quand même des écoles qui vont, même dans Parcoursup, hein, on a 3 jours pour répondre. Il y a des moments où où on est obligé de faire un choix, justement pour débloquer les autres. Donc ça quand vous allez avoir les résultats début juin, on va vous dire, vous avez 3 jours pour valider ou une semaine. Plus le temps va passer, plus le délai sera court pour valider. Donc au début, t'as postulé, t'as une semaine pour répondre, et puis plus le temps avance, moins on a de temps pour justement que les autres puissent être débloqués. Mais effectivement, en tout cas, on reçoit pas. La question, c'est est-ce qu'on reçoit forcément toutes les réponses en même temps ou pas? Toutes les formations en amont doivent. Alors, l'année dernière, il me semble que c'était le 20 mai, donc en amont du début juin, on doit avoir rentré toutes nos réponses et le classement des lycéens. Donc celui qu'on prend en premier, celui qu'on prend en deuxième, celui qu'on prend en troisième. Et on doit avoir le 20 mai tout intégré dans Parcoursup pour que la moulinette fonctionne et que vous, le 2 juin, vous ayez la réponse à toutes les écoles. Merci. Donc après, forcément, si vous êtes sur liste d'attente, nous, on aura dit, j'en prends 50, j'en ai 150 qui ont postulé. Donc si vous êtes 75e, vous êtes sur liste d'attente. Donc les 50 premiers vont savoir que je les prends. Eux vont avoir une semaine pour valider. S'ils valident tout de suite, le 51e sera pris tout de suite, etc. Ça va être utilisé comme ça. Mais nous, on donne les réponses forcément avant. On est obligé. Ça répond à votre question? Oui, merci. Ok. Une autre question un peu plus au fond. Et il y en aura une à droite après, j'ai vu aussi. Je vous ai vu. Bonjour, j'aimerais savoir si on appartient à un établissement privé qui a un système de notation extrêmement sévère auprès de ses élèves. Et que vous avez dit que Parcoursup fonctionnait avec des notes principalement, et que cet établissement-là, il se trouve être extrêmement bien classé sur le palmarès des lycées, mais les notes qu'on obtient au cours de l'année, c'est-à-dire que les moyennes vont de 8 à peu près 12-13 Alors, oui, sur la classe. Hein. je vais, si vous permettez, Emma, parce qu'on essaie un sujet, on appelle ça dans notre jargon un marronnier, hein, n'est-ce pas, Emma? Parce qu'on répond à cette question chaque année. Et à chaque fois, évidemment, on a l'impression que lorsqu'on est dans un établissement souvent privé, j'avoue, on est avec des bons élèves, mais en réalité, le problème, il se pose aussi dans les lycées publics. Dans les grands lycées publics, eux aussi, ils ont ce problème-là parce que le niveau est excellent et évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'être premier de la classe lorsque le niveau est très bon. Donc, en réalité, on a l'impression que c'est depuis la réforme du bac qu'il y a ce problème. En fait, le problème a toujours existé puisque les admissions ont toujours été décidées à l'époque d'admission post-bac, c'était le cas déjà, selon les notes de première et terminale. Donc en réalité, ça n'a pas beaucoup changé. Et il y a toujours ce problème-là. Si je suis, imaginons, à Franklin, dans un établissement très réputé, eh bien, ou à Henri IV, évidemment, je vais peut-être être 20e, mais je serai pas un mauvais élève. Donc, que faire? Comment font les établissements de l'enseignement supérieur? Eh bien,
Il faut être honnête, c'est vrai qu'elles ne font pas de distinguo entre le niveau des lycées. Donc pour elles, un 14, c'est un 14, quand même. Il faut le dire. Elles n'ont pas le choix parce qu'elles vont pas mettre un bonus en fonction du classement des lycées du Figaro. Hein, j'avoue. En fonction des notes c'est difficile. Donc, mais par contre, ce qu'elles peuvent faire, c'est que les professeurs principaux disent eux s'ils ont une très bonne classe ou une classe moins bonne. Donc les moyennes de classe, par exemple, si dans votre classe le premier de la classe il a 13, eh bien ça se saura. Et si vous avez 11, ça veut dire que vous n'êtes pas mauvais. Si dans votre classe tout le monde a 18, bon bah avoir 17, c'est pas non plus un exploit. Donc ça c'est indiqué dans Parcoursup. Donc c'est pas complètement un système aveugle qui ne regarde pas ce genre de détails. Et puis il y a la fiche à venir où le professeur principal va indiquer c'est une excellente classe, j'ai une classe de petits génies cette année, c'est incroyable, même le 20e est incroyablement bon. Ça il le met dans la fiche à venir. Donc ce sera indiqué. Donc, je vous rassure, c'est pas complètement une machine implacable, sans cœur et sans raison. Donc, ça a été prévu. Mais quand même, il y a quand même chaque année beaucoup d'élèves qui me disent, j'avais une fois un parent qui m'avait dit, il est 15e à Franklin, j'essaie de ce lycée en tête, mais ça peut être 15e dans au lycée Carnot et il a été pris nulle part parce que dans les formations auxquelles j'ai postulé, ils prennent que les premiers de la classe, que les 5 premiers par exemple. Donc, par exemple, la prépa du lycée Henri IV, moi, le proviseur m'a expliqué que il prenait que les 5 premiers, par exemple. Donc ça arrive assez souvent. Et si vous êtes 15e, eh bien, c'est plus difficile. Alors, il y avait une question sur ma droite. Un complément, peut-être. Mais est-ce qu'on est défavorisé par rapport à d'autres établissements qui ont des moyennes beaucoup plus élevées par rapport à nous ? Non, parce qu'il y a la moyenne de la classe. Par exemple, il y a des établissements qui surnotent abondamment et c'est un peu agaçant, voulant un peu dans un souci de faire plaisir à tout le monde. Eh bien, ils mettent 18 à tout le monde, ok ? Donc, on se retrouve avec des dossiers où tout le monde a 18 dans une classe, c'est génial, le prof va avoir la paix, les parents vont pas lui hurler dessus. Mais honnêtement, l'enseignement supérieur n'est pas complètement stupide et voit le petit manège. Donc là, on va regarder la moyenne de la classe. Donc si la moyenne est à 18, là, ce sera vu dans le dossier scolaire. Donc si vous avez 10 et vous êtes deuxième de la classe, parce qu'il y a la moyenne de la classe, il y a le rang dans la classe. Donc ne hurlez pas sur votre prof si vous met 12 de moyenne en maths et vous pensez que vous allez être vraiment pas mis en avant. Si c'est 12 et que vous êtes en tête de classe, il n'y a aucun problème. Et puis j'ai envie de dire, ça veut dire que votre professeur est exigeant avec vous et c'est toujours bien. Moi, c'est un peu agaçant de voir que on privilégie la démagogie et le fait de donner 20 à tout le monde. Parce qu'il y a des professeurs qui sont sous pression de leur direction, des parents d'élèves, et qui finissent par craquer. Ils en ont plus rien à faire et ils mettent des 18 à tout le monde pour faire plaisir. Mais est-ce que c'est vous rendre service ? Non. Donc, soyez honnête avec vos enseignants. S'ils vous mettent 8, eh ben, ils pensent sincèrement que vous méritez 8. Et il faut aussi avoir un peu de respect pour eux, quoi. Donc, et ne vous inquiétez pas. Si vous êtes génial, je pense que le monde le verra à un moment donné. Oui, je voulais juste rebondir sur les notes des lycées qui sont très difficiles. Il y a beaucoup de formations sélectives où on regarde les commentaires des professeurs. Et quand on voit un 17 peut mieux faire et un 12 excellent élève, on comprend bien que le 17 et le 12 ne sont pas des notes réelles, en fait, qu'il faut vraiment faire attention. Effectivement, les moyennes de classe, et j'espère, pour l'instant, je sais pas si ça a été fait, mais j'espère que ça sera possible, que, en fait, les formations qui mettent des algorithmes dans Parcoursup vont pouvoir justement dire, bah, je veux les 15 premiers de la classe, et je veux pas ceux qui ont plus que 15 sur 20. Pour que justement la note puisse être pas intéressante, mais que ce soit vraiment la valeur réelle de la copie d'un élève qui soit évaluée et non pas une note qui est complètement subjective. Alors juste l'heure tourne, donc il y a
pas mal de questions, donc on va essayer d'accélérer un peu le rythme pour essayer de répondre au maximum. On vous écoute. Oui, merci. Donc, c'est juste par rapport aux critères d'admission. Vous avez parlé de transparence tout à l'heure. Et est-ce que, justement, dès le mois de décembre, si on va dans Parcoursup, on peut le voir au niveau des établissements? Il y a sur Parcoursup, dès le mois de décembre, vous avez un peu un rapport sur ce qui s'est passé l'année d'avant. Donc, ça va pas forcément exactement la même façon l'année qui suit, mais en tout cas, il y a vraiment un rapport sur tout ce qui s'est passé l'année d'avant, sur le profil des candidats qui ont été pris, sur le nombre de candidats qui ont été pris, le nombre de candidats qui ont été en liste d'attente, le dernier qui a été pris sur la liste d'attente. Donc, il y a vraiment plein d'informations de plus en plus. C'est très transparent. Il y a aussi des informations qui sont très importantes sur les attendus. Donc, de savoir que c'est pas la peine de postuler en médecine si on n'a fait aucune spécialité scientifique en première, en terminale. Des petites choses qui parfois vous paraissent logiques, mais pour certains qui n'ont pas vu des petites subtilités, où c'est indispensable d'avoir fait telle et telle matière pour suivre telle formation. Un bac général, un bac technique, un bac pro, voilà, ils vont vous indiquer tout ça assez clairement. Et on peut regarder sur Parcoursup, vous allez avoir, vous pouvez même classer, par exemple, si vous mettez, je cherche un BTS commerce international en région parisienne, vous pouvez classer les BTS en fonction du taux d'accès, par exemple du plus ou moins sélectif. Donc ça c'est une fonction qui est très intéressante sur Parcoursup. Mais après il faut pas non plus se décourager. C'est vrai que parfois il y a des taux d'admission tellement bas que j'avoue que il faut. Alors, j'ai une question qui est juste en face, là, le bras, qui attend depuis pas mal de temps. Allô? Ah ouais, il faudra... vraiment, parce que depuis tout à l'heure, la personne... J'arrive pas à voir si c'est un monsieur ou une dame, pardon. Je peux poser la question rapidement? Non, Vous avez parlé concernant les rangs. Est-ce qu'on saura les rangs à la fin de l'année, après les PAC, après les examens ou au cours de l'année? J'entends pas votre question, je suis désolée. Les rangs, vous avez parlé des rangs, les rangs des élèves. C'est à partir de ça, il y a les niveaux d'acceptance au niveau de chaque établissement. Et du coup, donc, ces rangs, est-ce qu'on aura cette information, le rang de l'élève ou de mon fils, c'est au cours de l'année, au moment où on met nos vœux, ou exactement? En fait, dans Parcoursup, c'est les bulletins qui sont les bulletins de toute l'année qui sont intégrés, en général par semestre ou par trimestre. Donc le rang, c'est sur la période du bulletin. C'est pas un moment M, c'est vraiment sur toute l'année qu'on est informé du rang de la note. C'est indiqué sur le bulletin en fait qui remonte sur Parcoursup. Ah oui, le rang sur Parcoursup, pardon, le dernier admis, d'accord. Là, ce sera au moment, en juin, lorsque vous allez recevoir, alors la date, en gros, c'est la première semaine de juin. Lorsque vous aurez les réponses de Parcoursup, on va vous dire, vous êtes 50e en liste d'attente, mais vous avez, l'année dernière, on en a... imaginez, vous êtes 300, c'est plutôt en général ça, vous êtes 300e sur liste d'attente, mais l'année dernière, on a pris des gens au-delà, jusqu'au 400e. Donc là, vous avez, alors du coup, on se dit, ah bah ça vaut le coup d'attendre parce qu'on a des chances d'être admis. Mais ça, c'est début juin. C'est au moment des réponses, en fait. Mais honnêtement, s'il y avait une chose à retenir sur Parcoursup, c'est la patience. S'il y avait un mot, ne pas se stresser. Parce que honnêtement, tout finit par se débloquer, y compris parfois pendant l'été. Mais être patient, il y a beaucoup de gens, vous avez l'impression qu'il y avait toute la terre qui a postulé dans l'école que vous visez. Mais honnêtement, il y a beaucoup de gens qui finalement ne viennent pas, qui s'inscrivent pas, et honnêtement, donc ça donne une impression de foule. Et puis finalement, il y en a pas tant que ça. Donc ne vous découragez pas. Et c'est la même chose pour les logements étudiants. Quand on fait des études, parfois c'est pas tout à fait à côté de chez soi, et on postule dans une chambre du Crous pour avoir un logement. Là c'est pareil. Parfois il y a des désistements début septembre, et ça vaut le coup de repartir à la charge. J'ai eu beaucoup de choses se décantent à ce moment-là aussi, donc il faut pas se décourager. On prend la question qui est là vraiment. Merci beaucoup. Pardon pour l'attente. Bonjour, merci. J'ai deux sous-questions du coup. La première, c'est est-ce que les formations sont au courant des choix des élèves pour d'autres formations et est-ce qu'elles l'interprètent d'une manière ou d'une autre? D'accord. Et deuxième question qui paraît assez basique, mais est-ce qu'il faut vraiment rentrer dans ce qu'on a envie de faire ou tactiquement ce qu'on aimerait pouvoir faire? Enfin, est-ce qu'il faut être honnête dans ses vœux, quoi?
Alors, la première question, donc nous, les formations, on ne sait pas dans quelles autres formations nos candidats ont postulé. On n'a vraiment pas accès. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'on ne sait pas dans quelle formation finalement ils ont atterri. Parce que nous, on les a admis et ils sont pas venus, mais on ne sait pas où ils sont. Donc ça, on ne peut pas le savoir. On n'a pas accès. C'est RGPD, c'est secret, c'est voilà, c'est les vœux de chaque candidat. On n'a pas le droit d'avoir accès. Comme on n'avait pas accès au rang des vœux non plus à l'époque où il y avait des rangs. Maintenant, il n'y a plus de rangs, donc. Ah oui, je vais peut-être répondre pour la tactique, pas la tactique du gendarme. Voilà, je vous vois venir, Emma. Mais en tout cas, il faut pas. Bien sûr, il y a quand même un peu de tactique dans le sens où, par exemple, imaginons que vous voulez faire une école d'art. Je parle des choses où c'est un peu compliqué. Bien sûr, vous rêvez d'aller au DMADE. Bon, seuls les initiés comprendront. En gros, c'est une formation à l'école Boulle ou à l'école Estienne ou à Olivier de Serres. C'est une formation archi sélective où il y a moins de 6% d'admis chaque année. Bon. Alors évidemment, vous n'êtes pas tout seul à postuler, vos chances sont en général assez minces. Donc là, oui, il y a une tactique. Vous mettez un parmi les 4 écoles parisiennes d'art. Je sais pas, vous prenez, imaginons, vous rêvez de faire de la mode, vous mettez Dupéré. Et après, essayez de mixer avec la même chose, mais en banlieue, en province, pour avoir des chances, parce que d'être admis, parce que votre vœu, évidemment, enfin votre volonté, c'est de faire une école d'art, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir les meilleures écoles d'art. Donc panacher, oui, c'est vraiment la chose à faire. C'est-à-dire, si vous mettez que Boulle, Estienne, Olivier de Serres, Dupéré, en se disant, j'ai mis que ça, ils seront obligés de me prendre. Là, c'est pas la bonne stratégie. Parce que non, ils sont pas obligés de vous prendre. C'est pas parce que vous avez mis un seul vœu. Moi, je voyais ça parfois, des gens qui mettaient un seul vœu, comme ça, ils auront pas le choix. Ça me faisait rire parce que, non, en fait, juste, vous n'aurez rien et puis c'est tout. Donc, oui, il faut pas nacher du très bon niveau, du moyen et du carrément, c'est pas que c'est nul, mais disons, peu de gens postulent et comme ça vous donnera une chance d'être admis au moins dans une formation qui ressemble à peu près à ce que vous voulez au départ. Donc oui, il faut avoir un peu de tactique et de stratégie pour pas mettre... Par exemple, moi j'avais le mauvais exemple à ne pas suivre, par exemple, c'est un exemple que j'ai en tête d'une élève qui avait pris la meilleure prépa de chaque ville de France. Alors, elle a été prise nulle part. Elle avait prise Paris, tiens, je mets Louis le Grand. Toulouse, je mets Pierre de Fermat. Rennes, je mets Chateaubriand. Et Marseille, je mets Thiers. Vraiment, j'étais stupéfaite. Je dis, et alors j'ai demandé après, alors, t'as été prise quelque part? Non, en fait. Donc voilà, il faut viser une ville. Vous dites, voilà, moi je veux la région parisienne ou je veux Toulouse, et me dire, je vais prendre un peu du top niveau, un peu du moyen et un peu du moins. Alors c'est pas moins bien parce que les gens vont hurler, mais disons du moins côté, quoi. Comme ça, vous avez une chance d'être admis. Mais ne prenez pas la meilleure de chaque ville. Parce que là, c'est le désastre. C'est surtout que vous avez 10 vœux, donc en fait, profitez-en. Laissez pas des cases vides, ce serait dommage. Voilà. Est-ce qu'il y a encore peut-être, je regarde l'heure, pardon, une ou deux dernières questions? Oui. Moi, je conseille toujours de mettre une filière non sélective. Donc une licence à l'université, même si c'est pas du tout leur rêve, ils ont pas du tout envie de faire ça, mais au moins ils ont une formation et après ils vont si jamais ils ont que celle-là, ils vont au moins passer un an à apprendre quelque chose, à se décider. Et puis on n'a pas parlé de la procédure complémentaire, mais ça va jusqu'à mi-septembre. Donc on peut aussi avoir des réponses, commencer sa première année dans la filière non sélective qu'on a choisie, et puis se rendre compte mi-septembre que finalement dans une filière sélective où on était en liste d'attente, on avait laissé tomber, on peut y aller. Donc avoir une filière non sélective, ça a quand même un côté rassurant. Bon, c'est sûr, ça peut être frustrant d'être obligé d'atterrir là quand c'est pas son premier choix, mais c'est toujours formateur même si on commence une première année, c'est un an de maturité qui passe, c'est pas non plus la fin du monde. Une question, il y en a plein, oui, pardon, j'avais pas vu, vous aviez votre micro. Il est bon, pas? Bonjour. Alors moi, je voulais rebondir par rapport à vos réponses et par rapport à la question du jeune homme tout à l'heure. Moi, donc mon fils a été confronté à Parcoursup l'année dernière. Donc tous les détails
on les connaît. Mais par contre, je ne sais pas, j'ai pas commencé la conférence avec vous parce qu'on a fait une autre. C'est vraiment sur quoi se base exactement Parcoursup? Parce que le problème, c'est que d'un côté, les écoles privées, elles notent très sévèrement les enfants, donc les lycéens. Donc, ils se retrouvent avec peut-être un classement qui les défavorise. Et d'un autre côté, je comprends pas, avec un bac mention bien, 15 de moyenne, avec des notes à plus de 17, je comprends pas que on n'est pas sélectionné sur les 10 premiers vœux. On est obligé après de se rabattre sur 10 autres vœux et c'est comme si voilà, on est obligé de choisir pour ne pas se retrouver sans rien. Et le problème, c'est que aujourd'hui, le lycéen se retrouve à suivre un cursus qu'il n'aime pas. Il a fait 3 cours, il veut plus le suivre. Et je me dis, quel est l'intérêt de se baser sur des notes élevées, avoir 15 de moyenne, pour que derrière, je me retrouve avec mon fils qui, là, il veut rien faire, il est désespéré. Et malheureusement, Parcoursup a un logiciel qui on va dire, c'est lui qui décide du destin des lycéens. Et des fois, c'est pas lui, c'est les écoles qui ont décidé comment paramétrer Parcoursup. Juste pour répondre à cette question, c'est que même avec un mention bien. Oui, il y a une chose à voir, c'est que il y a une inflation des mentions bien. Il y a une inflation, c'est-à-dire que tout le monde va avoir 18. Et vous êtes dans un établissement privé, vous allez voir le professeur en disant pourquoi vous avez donné 12. Bac. Là, c'est la note du bac. Le 15, le bac, aujourd'hui, c'est le contrôle continu. Dans Parcoursup, il n'y a pas les notes du bac. Il n'y a pas les notes du bac. Les écoles, elles ont fait leur sélection bien avant. Oui, parce que malheureusement, le lycée, donc les notes, elles étaient sévères. Donc, elles n'étaient pas si sévères puisqu'il a eu mention bien. Et comme elle est quand même le bac est quand même en fonction des notes du lycée, donc elle devait pas être si sévère que ça puisqu'il a eu mention bien avec 15 de moyenne. Oui, mais après, le problème c'est que il y a aucune école. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont. C'est-à-dire que je sais pas à quel âge vous avez, mais moi déjà par rapport à mon époque. Aujourd'hui, vous avez quasiment 100% de réussite au bac, d'accord? Vous avez près de, je crois, c'est 12% de mention très bien. Quand j'ai passé le bac, il y avait 1% de mention très bien. Vous voyez la différence? C'est qu'aujourd'hui, le mention bien, pour vous, parents, vous dites waouh, mais moi, j'aurais jamais rêvé d'avoir mention bien. Moi, quand j'ai passé mon bac, il y en avait des mentions bien. C'était les génies de la classe, quoi. Il y en avait peut-être 2. Moi, il y avait un mention très bien, mais on l'admirait. Comme si c'était vraiment le crack. Aujourd'hui, il y a des élèves assez moyens qui ont mention très bien. Donc vous voyez que la proportion n'est pas la même. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 15 de moyenne et qui a une mention bien, c'est pas du tout la mention bien que vous avez connue et où vous auriez sauté au plafond. Et il y a 20 ans, la mention bien ou 30 ans, la mention bien, il avait son article dans le journal. Aujourd'hui, le pourcentage des mentions bien, c'est de l'ordre de parfois il y a des établissements qui ont 80% de mentions très bien dans un établissement. 80%. Donc vous voyez que vous pouvez être très déçus. C'est comme ça, vous dites mon fils a eu mention bien et il n'est pas admis. Mais oui, parce que des mentions bien aujourd'hui, c'est peut-être la mention assez bien d'avant. Donc en fait, il y a des tas de mentions très bien au-dessus de lui qui ont été pris. C'est ça la réalité. Donc il ne note pas sévèrement votre lycée, il note normalement. Simplement, il y a une inflation des bonnes notes, des mentions très bien, etc., qui font qu'aujourd'hui, une mention bien, vous pouvez être recalé dans les filières sélectives. Oui. Il peut aller il y a des tas de formations qui sont moins sélectives que tout le monde peut pas aller en Henri IV, je suis désolée. Il y a plein même de classes préparatoires qui prennent des élèves avec des mentions bien ou même des mentions assez bien. Tout à fait. Il veut aller où? Tout dépend. Oui, mais ça revient à ce que disait. Tout dépend là où vous postulez. Il veut aller où? Il veut aller où? Il veut aller où? Il veut faire ce qu'il veut? Non, mais il veut aller dans quelle formation? Sciences politiques. Sciences politiques. Oui. À la fac? En IEP. Il a tout essayé. Il a fait les deux, l'un ou l'autre. D'accord. L'un ou l'autre.
Alors, il a eu 17 en sciences politiques. on n'a en pas bac, parlé de donc. Sciences Po, mais aujourd'hui Sciences Po est sur Parcoursup. Le niveau, comme il y a énormément de candidats, c'est toute une histoire et il n'y a pas un nombre de places extensible. Un élève avec, je sais, c'est un peu moche, mais à quelqu'un qui a aujourd'hui 15 de moyenne, eh bien, il n'est pas assez bon pour entrer à Sciences Po. Voilà, c'est ça la réalité. Et comment Alors vous après, expliquez il y a que- d'autres, il y a d'autres formations. D'abord, il y a des IEP en province, qui sont. Il y a un concours commun. Donc il y a d'autres possibilités. Il y a des licences de sciences politiques, mais c'est pas tout à fait comme un institut de sciences politiques tout de même. Mais à la fois, c'est pour ça qu'il y a Parcoursup. On peut être refoulé en effet à l'entrée de Sciences Po. Ben, il y a des milliers de gens comme ça. Et après, on peut, à la place, on peut faire une prépa ECG, on peut faire une prépa AL, une prépa littéraire. Il y a d'autres vœux. C'est comme ça. Je suis désolée, je vais devoir vous couper parce que l'heure tourne, et qu'on a une autre conférence là qui va prendre le pas. Ce que je vous invite toutefois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de frustration parce qu'il y avait beaucoup de questions, je pense que mesdames seront tout à fait ravies de répondre à vos questions en se mettant sur le côté de façon à permettre à ma consoeur ou à mon confrère qui va prendre la suite au niveau des conférences de pouvoir prendre ma place, tout simplement. Merci beaucoup. Je suis désolée parce que je sais qu'il y a plein de questions et que c'est un sujet très intéressant. Mais merci pour votre beaucoup écoute. et je vous souhaite un beau week-end au Salon de Figaro étudiant. Merci madame. Les conférences du Figaro étudiant.